Radio Flamme 90.6 FM. Anne, tu vas bien? Oui, bonjour Lionel et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Ravi d'être avec vous. N'oublions pas les auditrices aussi. Hein. Ah oui, j'aurais dû dire les auditrices et les auditeurs après. Il y a un proverbe qui dit, mais alors c'est très méchant, c'est les femmes et les enfants d'abord, après les requins n'ont plus faim. Enfin, bonjour mes chers auditeurs, voilà, de notre part à tous les deux. Alors, aujourd'hui, on va traiter de plein de choses. Déjà, je vais répondre à quelques interrogations que j'ai reçues, ou de ta part ou de ma part, et par rapport à ce que j'avais fait dernièrement, notamment sur la vitamine C, quand j'ai parlé, moi, que je prenais des grosses doses de vitamine C, que ça peut interloquer certaines personnes. Oui. Donc, donc c'est le premier qui en a parlé, c'est Linus Pauling, qui était donc un scientifique qui avait fait le rapprochement entre la vitamine C et le rhume, et s'est aperçu que ceux qui prenaient un supplément vitamine C attrapaient beaucoup moins de rhume que les autres, et même raccourcissaient leur rhume si le rhume était déjà démarré. Et savoir que il faut savoir de base que les humains, comme les cochons d'Inde d'ailleurs, ça fait rire, ne sont pas capables de synthétiser la vitamine C. D'accord. Et alors que les animaux, oui, comme les chiens, les chats, eux, ils se débrouillent avec ça. Donc nous, on est obligé d'aller la chercher dans notre alimentation. Et aujourd'hui, on sait que on mange des légumes et des fruits souvent qui ont traîné pendant des jours, qui sont donc appauvris en vitamine C. La cuisson appauvrit aussi au niveau de la vitamine C. Il y a énormément de choses qui fait que la vitamine C disparaît petit à petit. Hein. Donc tu n'es pas contre un petit supplément alors? Non, je suis pas contre un supplément. Surtout les périodes de stress ou périodes de baisse de la lumière, comme en ce moment. Il faut savoir que Linus Pauling, d'où il y a un institut maintenant qui existe, qui s'appelle l'Institut Linus Pauling, qui continue un petit peu à regarder tous les effets de la vitamine C, a eu quand même 2 prix Nobel dans sa vie. D'accord. Notamment un prix Nobel de la paix. Et donc c'est quelqu'un qui tient la route. Hein. Et ce monsieur, alors il est de quelle nationalité? C'est un Américain? Oui, il y a beaucoup de scientifiques qui viennent des Amériques, je trouve, par rapport c'est vrai, à tout ce qui est ce genre de recherche. Donc le stockage des légumes et fruits, souvent, ça fait perdre au moins 50%, 60% de vitamine C déjà. Il y a plus les conserves, la déshydratation, plus les cuissons à haute température. Là, on perd énormément de vitamine C. Ensuite, comme nous sommes dans un stress général, perte de vitamine C. Donc, je vous parlerai un petit peu après des doses, comment on peut faire, pour les gens qui sont intéressés. Parce que la vitamine C a un rôle important dans le corps. Et notamment, on a vu la dernière fois que le stress abaisse nos systèmes. Oui. Donc la vitamine C a un rôle sur le stress. Donc parce que déjà, c'est elle qui aussi est dans le fonctionnement du collagène, ce qui permet donc une bonne fonction du collagène. Donc le collagène, c'est quoi? C'est tout ce qui est articulation, et puis os, etc. La peau aussi, oui. La peau. Donc et de manière générale aussi, ce qu'on peut dire, c'est de poser la question à votre médecin, tout simplement aussi. Oui, attends, justement, mais je sais pas s'il sera au courant, je dirais ça tout à l'heure pourquoi. Donc le collagène, production du collagène, une bonne production de collagène, ça protège la vitamine C, protège des douleurs articulaires, etc. Effectivement, puisque il y a une production du collagène qui est plus importante. Donne une meilleure. On a vu que le stress aussi, ça provoquait un manque de concentration, etc. Donc là, il y a de nouveau aussi une meilleure concentration. Ça peut faire baisser des dépressions, ça a été prouvé tout ça. Hein. Oui. Ça peut faire baisser des dépressions, remonter le système immunitaire, donc. Même le docteur Zari, de Californie, a prouvé que donner de vitamine C à haute dose chez les personnes qui ont le sida, une activité anti-HIV. J'ai entendu parler de ça. Voilà. J'ai entendu. Amélioration clinique et biologique des sidéens par apport de la vitamine C. Donc ceux qui boivent de l'alcool et qui fument les tabacs aussi ont une baisse de la vitamine C, donc ça peut éviter de se fragiliser encore plus, de prendre un apport.
notamment, surtout que la vitamine C a une neutralisation au niveau des nitrosamines et tout ça, tout ce qui est dans la fumée cancérigène, dans la cigarette. Voilà. Ensuite, ça baisse les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui attaque nos cellules là, et qui provoque le vieillissement. Donc, ça permet donc d'avoir un vieillissement moins rapide, on va dire. Donc ça améliore, ça a un effet aussi, sur plein de choses. Sur la tension, par exemple, les gens hypertendus, s'ils prennent de la vitamine C, ça peut faire baisser un petit peu la tension. Il y a une étude au Massachusetts qui a été faite sur 1370 hommes et femmes et qu'on considérait ça. Elle a un rôle aussi du régulateur dans le métabolisme des lipides. Donc elle régule le cholestérol et les triglycérides. Donc c'est une panacée, dis donc. Et les études de Hofer et Osmond, qui sont deux professeurs aussi, ont trouvé une efficacité même de vitamine C pour améliorer la schizophrénie, notamment donc certaines maladies psychiatriques. Donc on voit bien que c'est une vitamine qui est très importante. C'est une sorte de panacée. Alors pourquoi nos médecins n'en parlent pas aussi légèrement, on va dire? Bonjour. Pourquoi les médecins ne donnent pas systématiquement, par exemple, de la vitamine C ou de la vitamine C à petite dose? Parce qu'en général, les doses proposées sont à 500 mg, 1 gramme, Oui. Peut-être parce que la molécule est une molécule de la vitamine C, est une molécule naturelle. Donc il n'y a pas de brevet possible. Alors je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Ah oui, bien sûr. Il y a déjà ça. Et puis, après, ce n'est pas une vitamine miracle, mais par contre, c'est une vitamine extrêmement intéressante puisqu'elle est indispensable dans le bon nombre de travaux qu'a à faire notre corps pour sa réparation. Donc, elle ne va pas forcément nous guérir, mais elle va soutenir le corps à se guérir. Voilà pourquoi c'est intéressant de pouvoir peut-être prendre la vitamine C. Donc, d'après tout ce que j'ai vu, effectivement... il faudrait, si on voulait vraiment faire cette expérience-là, parce que c'est sûr que l'expérience compte beaucoup et son ressenti, c'est comment le corps réagit, est-ce qu'il en a besoin, quelle dose il a besoin, ça serait de commencer peut-être par au moins un minimum 1 gramme par jour. Après, sur 2-3 jours après, on pourrait aller à 1,5 gramme. Oui. De toute façon, à mon avis, c'est vraiment la dose minimum à prendre, c'est 1,5 gramme par jour. 1,5 gramme par jour. Et après, on peut monter à 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, selon ce que nos corps nous dit, parce que c'est très important, je l'ai toujours dit, d'écouter, de s'écouter, et donc pas de faire parce qu'on nous le dit. Oui, tout à fait. Voilà, et de le prendre en plusieurs fois, d'ailleurs 3-4 fois dans la journée. Et de manière générale, voilà, on invite aussi les gens, comme tu le disais dans la dernière émission, tu l'avais dit, d'aller se renseigner eux-mêmes aussi. Voilà, alors sur Internet, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, c'est à vous de voir. Mais même sans aller dans des doses excessives, 1 gramme, entre 1 gramme et 2 grammes par jour, c'est pas. Surtout que la vitamine C est une vitamine hydrosoluble, donc on ne risque pas d'en prendre trop. Elle est limitée dans les urines. Oui, ça s'élimine dans les urines. C'est pas un souci. Elle est absolument pas dangereuse, il n'y a aucun danger. Donc on peut faire son expérience à fond si on veut. D'autant plus aussi que j'avais vu aussi qu'au niveau des cancers, en IV à haute dose, ils arrivent à réduire aussi les symptômes, etc. Enfin, il y a derrière beaucoup de recherches qui sont faites. Donc c'est une vitamine en ce moment qui parle beaucoup d'elle, qui fait beaucoup parler d'elle. Moi j'avais entendu dire qu'il y avait une maladie africaine, alors je ne sais plus laquelle, c'est des maladies un peu exotiques comme malaria, etc., qui pouvaient se traiter avec la vitamine C. Oui, mais tout, je pense. On ne traite pas avec la vitamine C. La vitamine C permet d'aider le corps à guérir. Voilà, puisqu'il va rebooster au niveau de cet affaiblissement des systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Voilà. Et s'il y a un livre, pour ceux qui connaissent, qui arrivent à lire l'anglais, paraît très bien, moi j'en suis pas là, mais bon, c'est le docteur Lévi Thomas qui a écrit Soigner l'incurable. Soigner l'incurable. Curry, je n'ose pas le dire en anglais. Curry the incurable. Mais donc ça serait soigner l'incurable. Il parle donc dans ce livre de la vitamine C. Curry the incurable. Voilà. Donc à vous de voir. Voilà, renseignez-vous et puis pour ceux qui sont un petit peu prudents, continuez à prendre les doses que vous prenez, bien sûr, évidemment. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés. Moi, j'informe et puis après chacun fait comme il le sent.
Et sinon, quelqu'un me demandait, vous n'avez pas parlé du magnésium en cas de stress. Effectivement, le magnésium, oui, c'est quand même un sel minéral très important dans le corps et qui est souvent en baisse aujourd'hui, notamment toujours par rapport à ce même problème de stress, sous-jacent qu'on a tous plus ou moins. Donc, et puis surtout cet affaiblissement au niveau des fruits et des légumes en magnésium, puisque les terres ont été appauvries, donc forcément donc les légumes sont de moins bonne qualité. Bien sûr, puisque les légumes se nourrissent des sels minéraux de la terre, donc moins de sels minéraux sur notre terre et moins de sels minéraux dans les fruits donc et les déjà, légumes. avant de traiter les humains avec les légumes et les fruits, il faut d'abord traiter les légumes et les fruits qui sont malades en magnésium. Ce qu'il faudrait, c'est avant tout, c'est notre terre est malade et nous sommes malades. Tout est lié. Si la terre n'était pas malade, nous ne serions pas malades. Voilà. Arrêtons de rendre la planète malade et comme ça, nous, on pourra en même temps se guérir. Il y a quelque chose comme ça. Dans la Manche, nous, la terre ne va pas trop mal, mais on est un peu chauvin. Moi. En tout cas, il y a une histoire d'amour avec la terre. Notre santé dépend aussi de la terre. Mais tout à fait, Anne. Donc, pourquoi du magnésium? Effectivement, parce que le magnésium apporte un bon maintien osseux, musculaire, nerveux, une bonne production d'énergie au niveau de nos cellules. Elle fait la synthèse aussi des protéines et un rôle auprès de l'ADN notamment. En fait, donc, elle est importante. Elle est d'ailleurs, elle a un apport sur 300 réactions biochimiques au niveau cellulaire. Donc c'est vraiment un sel minéral qui est important. Donc le magnésium, on le trouve sous différentes formes. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Alors il y a le citrate de magnésium, l'aspartate de magnésium, le chlorure de magnésium, le gluconate de magnésium, le lactate de magnésium, le malate de magnésium, le sulfate de magnésium, qui est donc le sel d'Epsom d'ailleurs, et j'en passe. Et puis le sel de Nigari qui est le magnésium marin. Et il existe aussi sous forme d'huile qu'on peut se mettre sur la peau. Enfin, maintenant, on a vraiment le choix à faire. Donc, c'est à voir par rapport. Quand on est plutôt quelqu'un qui est constipé, je conseillerais peut-être le chlore de magnésium, le sel d'Epsom, ou le sulfate de magnésium, parce qu'il s'agit sur le transit. En sachant que le chlorure et le sulfate, c'est sous forme de poudre qu'on va diluer à 20 grammes dans un litre d'eau et on va boire un verre le matin. Moi, j'ai testé le sel d'Epsom. C'est comme Coluche, suivez la ligne jaune. Non, mais toi, tu as pris une dose. C'est des doses qu'il faut prendre diluées pour aussi profiter du magnésium, mais pas uniquement de l'effet pour un verre de 25 laxatif. Oui, c'est ça. Pour un verre de 25 centilitres, pour le sel d'Epsom, t'en mets combien de cuillères à café? Je viens de dire, c'est 20 grammes de chlorure de magnésium ou de sulfate de magnésium dans un litre d'eau. À 20 grammes voilà. Dans un litre. Et on boit un verre par jour. Et si on est malade ou si on se sent fatigué un peu plus, on peut augmenter les doses. D'ailleurs, tout ça, il y a aussi des procédures. C'est le Pierre Delbé notamment qui parle beaucoup du chlorure de magnésium parce que il arrive même à guérir certaines maladies avec le chlorure de magnésium, enfin en tout cas à soulager certaines maladies. Donc, mais pour une potion de base, ça serait un verre par jour. Un verre par jour de chlorure de magnésium alors. Ou de sulfate de magnésium dilué. Voilà. Et sinon, après, faut regarder qu'est-ce qu'on a besoin comme forme. Il y a toutes formes sous forme de gélules aussi. Il y a le sel de Nigari sous forme de poudre. Et t'as ces ampoules en verre aussi qu'on casse au debout là. C'est pas du magnésium ça? Ces ampoules en verre qu'on casse au debout. Il y en a plein de trucs qu'on peut prendre par des ampoules, alors je peux pas te dire. C'est parce que moi j'avais fait du cure de magnésium comme ça, c'était des ampoules en verre si tu veux, oui, puis pourquoi pas. tu les cassais. Et voilà. Alors je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était du magnésium. Oui. Après, chacun voit ce qu'il peut faire. De toute façon, même les gélules qu'on achète en pharmacie, c'est souvent à base soit de citrate, soit d'aspartate, soit de malate. En fait, c'est un choix à faire personnel par rapport à notre confort, on va dire. Parce qu'il faut savoir que c'est très très amer le chlore de magnésium. Le sulfate de magnésium, faut le boire. Par contre, le malate de magnésium, j'avais essayé, c'est quelque chose, c'est une petite poudre, c'est pas du tout, il n'y a pas de goût du tout, c'est plus malléable. Enfin bon, après c'est à vous de voir et ça se prend par cure. En général, j'ai vu que ça se préconisait sur des cures de 3 semaines. Et sinon, il y a des cachets aussi. Il y a sous forme de cachet aussi, non? Cachets, magnésium, oui, il y a eu à un moment donné des cachets, mais ils ont disparu, ceux d'Elbé, je crois que, mais bon, après je sais pas, parce que moi je le prends en général à l'état naturel, donc je peux pas te dire.
Mais je sais que ça existe aussi sous forme conditionnée. La cure, elle dure combien de temps à peu près quand tu fais une cure de magnésium? 3 semaines à peu près. 3 semaines et après tu repètes la forme, quoi. Oui, enfin péter la forme. Je veux dire, il n'y a pas que le magnésium, c'est des apports. Attention, il faut prendre en considération l'ensemble des choses. Donc ça peut aider, comme la vitamine C, le magnésium. En général, c'est vrai qu'on fait une combinaison des deux quand tu fais un traitement, non? Magnésium, vitamine C? Non, pas forcément. Pas forcément. On fait comme on veut, voilà, comme on le sent, Lionel. Il n'y a surtout pas de pression à se faire. Si on se fait une pression, on commence à stresser. Donc, ce qu'on fait ne sert à rien. Et puis, je ne sais pas si dans la pression que tu trouves au bar du coin, il y a du magnésium dans la bière. Donc, le magnésium, on trouve aussi dans la nourriture, quand même, dans les fruits secs, les fruits à coque, certains légumes, certains fruits. Ah, les fruits secs, très très bon ça. Par contre, pour les gens qui sont vraiment fatigués, qui ont des problèmes du sommeil, des troubles du sommeil, parce qu'ils sont trop stressés, trop excités, on va dire, oui, le magnésium, ça peut aider, franchement, oui. Alors, il y a une idée reçue, tu as très certainement entendu parler de ça, qui dit, ça arrive à tout le monde, tu sais, quand tu as la paupière qui se met à clignoter, que c'est très désagréable. Et il paraît que c'est un manque de magnésium. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, je ne saurais pas exactement. C'est sûr que c'est un trouble nerveux au niveau du système nerveux, on va dire. Donc, pourquoi pas, oui, sûrement un manque de sels minéraux ou un manque de... T'as la paupière momentané, on va dire, parce que bon, ça reste pas... T'arrives, t'as toutes les filles qui croient que tu leur fais de l'œil, et alors c'est même pas vrai, tu dis non, j'ai un problème de paupière. Enfin, le manque de magnésium, souvent on le ressent parce qu'on est un petit peu énervé, on n'arrive pas bien à dormir, et en même temps on est fatigué. Alors quand on est fatigué, normalement on devrait pouvoir dormir. Ah oui, alors donc là je vous renvoie... De toute façon, en cas de stress, tout baisse. On avait vu comment ça fonctionne. Malheureusement, tous les systèmes sont affaiblis, donc forcément tout marche au ralenti. Et, Tu sais que ça ferait un très très beau t-shirt ce que tu as dit là. En cas de stress, tout baisse. Là je retiens la formule avec un bon dessin qui va bien. Alors on vous renvoie évidemment pour la fatigue, on vous renvoie à l'émission de la semaine dernière qui était très bien détaillée là-dessus. Oui. Tu confirmes? Je pense, à moins que s'il y a des revendications, je suis toujours prête à les entendre pour faire des compléments. Donc là, on a bien saisi le message. Donc magnésium et vitamine C, donc des choses naturelles qui font du bien à l'organisme. En complément. Voilà. C'est pas, il faut le savoir. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai que par exemple la vitamine C pour les grands sportifs ou les grands fumeurs, ceux qui boivent un peu de l'alcool, etc. Je pense que ça peut beaucoup les aider pour maintenir au mieux leur système. Voilà. Mais bon, c'est à voir. C'est chacun. Faut que ça parle. Je pense que quand on va vers quelque chose, il faut que ça nous parle. Qu'on sente que c'est juste pour nous. Et puis voilà, moi je vous renvoie, et Anne sera d'accord avec moi, vous connaissez Montaigne, alors je vais vous faire un peu la voix de Giscard, qui avait beaucoup Montaigne, soyez comme Montaigne, toujours au milieu de chaque chose, soyez modérés dans tout ce que vous faites, voilà. Ne soyez pas un extrémiste de la prise de médicaments, etc. Et puis écoutez-vous, n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Voilà, écoutez-vous. Et si quelqu'un vous parle et que ça vous sonne juste, c'est bon pour vous. Sinon, non, vous n'avez pas besoin de vous faire de pression parce qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça, faut que je fasse ça. Non, vous êtes les propres acteurs de votre santé, de votre bien-être. Alors ma chère Anne, nous revoilà avec... donc là, on va parler des maladies. Alors, pourquoi tombe-t-on malade? Bonne question. En général... on nous dit souvent, pour ne pas tomber malade, il faut donc bien manger, pas trop de sollicitations, comme je dis la dernière fois, oui c'est vrai. Essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, essayer de ne pas avoir de trop pollution, d'éviter les pesticides, pas trop de téléphone au niveau des oreilles, etc., etc. Donc là, on a tout fait bien. Là. Alors, c'est vrai que c'est pas qu'on a tout faux, c'est que c'est vrai, ça marche. Non, on peut remonter, comme j'avais expliqué la dernière fois, nos systèmes immunitaires, nerveux et endocriniens avec un bon mode de vie. Oui, c'est ce que je te dis. Non, t'as mal entendu. Voilà. Je dis on a tout fait bien là en faisant ça. Voilà. Mais il y a des gens qui vont me dire, mais moi je fais tout bien et je tombe malade. Et pourquoi? Effectivement, parce que il y a une partie dans le stress qui vient. Il y a les sollicitations extérieures et il y a aussi la sollicitation intérieure. J'en avais un petit peu parlé dernière fois, mais je l'avais pas trop développé. Oui, t'avais pas développé. Oui. Ça veut dire que, nous créons dans 70% des cas, c'est ce que dit apparemment Yogi Vasudeva, je crois que qui est plus connu, qui était quand même un mystique, parce que j'ai pris plusieurs personnages pour bien expliquer tout ça, qui s'appelle Sadhguru, qui dit 70% des maladies sont intérieures, et il n'est pas le seul à le dire, mais lui c'est un mystique, c'est pas un scientifique, donc je trouve que c'est intéressant de voir les deux côtés. Il dit le corps est fait pour être en bonne santé,
vous ne rendez pas votre corps heureux. Certaines cellules ne sont pas heureuses avec vous. Voilà comment il exprime le fait de tomber malade. Ça veut dire que nous sommes responsables nous-mêmes de nos maladies. Donc là, on est dans une approche plutôt métaphysique. Voilà, alors on va aller vers cette approche-là. Et d'ailleurs, qui a débouché sur les codes biologiques, etc. C'est-à-dire, la maladie aurait un sens pour nous. Donc notre corps, qui est très gentil avec nous normalement, nous alarme quand on tombe malade. Oui, c'est une alarme. Il nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une certaine logique, on va dire. Et donc, nous allons développer des maladies plus ou moins graves, des petites maladies à des plus grandes, selon le stress intérieur que nous avons. Alors, d'où viendrait ce stress intérieur qui provoquerait la maladie? Donc, j'ai commencé par un des premiers qui en a parlé. C'est le docteur Hammer, qui est né en 1935 et qui est mort l'année dernière. Lui, qui était donc un médecin allemand. Et il lui est arrivé un choc traumatique à un moment de sa vie. Il a perdu son fils de 17 ans assassiné. Ah bon? Oui, et donc c'était un choc pour lui, bien sûr, pour sa femme. Et il a fait un cancer des testicules quelques mois après. Il y a un choc émotionnel, c'est clair. Alors il s'est dit, on ne faisait pas le lien avant entre la maladie et les chocs. Et lui, bon, comme c'était un médecin qui a pu faire observer justement, puisqu'il était dans la cancérologie. Oui. Observé, il a fait ses enquêtes et il s'est aperçu que les gens qui avaient souvent un cancer, c'était souvent lié à un choc émotionnel. Un gros choc. Alors il dit exactement, tous les cancers, il disait à ce moment-là, enfin il a dit, tous les cancers sont provoqués et déclenchés par des conflits intenses vécus dans l'isolement. C'est la nature du conflit qui déterminera la zone du cerveau qui sera touchée et l'organe où se localisera la maladie. Alors ça a été les premières constatations, c'est que un choc émotionnel va toucher une partie du cerveau et après va toucher un organe particulier. D'accord. Il y a eu aussi, Monsieur Hammer d'ailleurs, quand il a guéri des milliers de gens, il faut le savoir. Mais il a été il a eu beaucoup de problèmes avec la médecine traditionnelle. Forcément, il a été condamné, etc. Et aussi d'ailleurs ce médecin qui est Monsieur Sabat, le docteur Sabat, lui qui disait la maladie, la réponse au cerveau à un choc externe. Le docteur Sabat. Ces gens-là ont été, comme ils étaient précurseurs, ont été malmenés parce que à l'époque on ne faisait pas le lien entre une maladie et le mental et l'émotionnel derrière. Parce qu'en fait, ça revient à ce que je disais dans mes premières émissions, tout est lié, le corps physique, émotionnel et mental. N'empêche, un docteur qui s'appelle Sabat, comment ça va aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est vrai que la médecine a tendance à prendre que le corps en considération. Heureusement, ça change. Ça change. Ça change. Et là, je vais un petit peu développer ça à travers un neurologue que j'ai écouté pas mal, qui s'appelle Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui lui dit à peu près les mêmes choses, avec des termes un peu différents, et qui n'est pas, lui, et comme c'est quelque chose, il n'est pas tout seul. Nous avons beaucoup de gens maintenant, beaucoup de médecins, de naturopathes, etc., comme Jean-Philippe Brebion, Olivier Soulier, qui c'est extraordinaire, Luc Baudin, Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin tous ces gens-là qui parlent de la maladie qui ne serait pas un hasard. Jean-Jacques Crèvecoeur, je le connais, oui. La maladie ne serait pas un hasard, la maladie cherche à nous guérir. Mais tout à fait, comme tu dis, c'est les gilets jaunes à l'intérieur, pour rebondir sur l'actualité. Donc, Pierre-Jean Thomas Lamotte, lui, parle que la maladie serait une compensation symbolique inconsciente. Compensation symbolique inconsciente. Voilà, c'est des grands mots, mais... Donc, elle est une réponse à un silence, donc un isolement, un silence aussi, comme disait un peu Hammer, en fait. Elle est une réponse à un silence, ce que le malade n'a jamais osé raconter à personne, ou à garder pour lui, par honte, par dévalorisation, parce que pour lui c'est insupportable. C'est un lien avec la culpabilité de la personne qui a vécu un événement traumatisant. Alors en fait, ça veut dire quelque part, c'est une réponse. La maladie serait une réponse à quelque chose qu'on a ressenti suite à un choc émotionnel
profondément dans la culpabilité. Pour qu'il y ait maladie, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait une grande peur aussi, une peur, ça peut marcher. Hein. Oui, il faut qu'il y ait une peur ou un choc émotionnel. C'est pas forcément une peur, c'est un choc émotionnel, qui touche profondément la personne, comme un décès, par exemple, comme ma mère avait dit pour son fils, et une culpabilité derrière. S'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de maladie. Ah, c'est la culpabilité. Ouais, c'est le mélange des deux. Qui ancrerait. Alors, c'est quoi la culpabilité? Il faut absolument que je décrive ce que c'est pour qu'on comprenne mieux. Vas-y. Alors, la culpabilité, c'est une situation, un acte, un choix, un comportement auquel on n'a pas pris part ou que l'on n'a pas pu empêcher et dont on a pris part et qu'on n'a pas voulu, dont on n'a pas pu s'en empêcher et dont on s'en tient responsable. C'est-à-dire que suite à, tu vois, par exemple, on va reprendre l'exemple du fils de monsieur, la mort de son fils. Apparemment, il l'aurait culpabilisé parce qu'il était peut-être pas là, parce qu'il n'a peut-être pas protégé à son fils, enfin, il y a toutes choses qu'on peut se mettre en place au niveau de la culpabilité. Donc, je répète, parce que c'est important, une situation, un acte, un choix, un comportement auquel on a pris part, ou qu'on n'en aura pas pu empêcher et dont on se sent responsable. Donc, c'est à cause de moi, c'est ma faute. Ça provoque des regrets, des remords qui manquent, qui va vers une non-adaptation de la réalité présente. Cela aurait pu être différent. Et j'en souffre parce que je crois que c'est de ma faute. Donc, jugement sur soi. Je ne suis pas comme il faut. Je suis une mauvaise bête, quelque chose comme ça. Et on se sanctionne, on s'en veut. Et donc, ça provoque des ruminations mentales. Donc, un stress intérieur. Je nourris du ressenti contre moi-même. Et je ne me pardonne pas. De toute façon, la culpabilité érige l'haltérophilie au rang de sport national, parce qu'on porte tous un truc. Oui, alors bien sûr. Oui, bien sûr, on a tous plus ou moins des culpabilités. Mais bon, si ça débouche sur des maladies graves, c'est quelque chose qui a été vraiment important. Est-ce que tu as remarqué, tiens, c'est une petite parenthèse sur la culpabilité, c'est que dans notre monde, personne ne veut être coupable. Personne n'assume la culpabilité. De dire je veux pas être coupable. Surtout, c'est le genre de truc dont c'est une patate chaude en fait, la culpabilité. Tu t'en débarrasses tout de suite, t'es jamais coupable. Mais est-ce qu'on est coupable? C'est plutôt la responsabilité qu'on pourrait mettre en place. Endosser la responsabilité. La manière dont je vais parler de maladie, c'est qu'on est responsable de nos maladies, quelque part, finalement. Voilà, donc ça tourne autour de ça quand même, beaucoup. Hein. Parce qu'on est coupable de rien, on fait ce qu'on peut. On fait toujours ce qu'on peut, c'est ce que les gens doivent se mettre dans la tête. Ouais, au moment présent, quand les choses viennent, sont là, on fait ce qu'on peut. Avec les ressources. Après, on peut regretter, mais on fait ce qu'on peut. Sinon, on aurait fait autrement. Avec les ressources qu'on a sous la main à ce moment-là. Et puis, pour se protéger aussi, on peut aussi occulter pas mal de choses. D'après ce neurologue, donc Pierre-Jean Thomas Lamotte, donc choc émotionnel déclenchant un imprévu qui arrive. Oui. Donc, on ressent un stress émotionnel, avec une culpabilité qui se met en place, mais par contre, on le laisse de côté. C'est-à-dire que c'est une sorte de boîte noire, on laisse ça dans la boîte noire. Voilà, on le laisse de côté. On n'en parle pas, on le cache. Parce que c'est un peu honteux pour nous, c'est quelque chose qu'on n'éprouve même pas à exprimer. Voilà. Et donc il y a une fermentation quelque part. Voilà, donc il y a une somatisation, on va dire, de tout ça, ce qui fait que 6 mois, entre 3 mois à 1 an après, on a le symptôme qui arrive. Alors, sur des petites choses, parce qu'après, il faut savoir qu'avec un cancer, le cancer, les symptômes se voient que longtemps après qu'il ait commencé à l'intérieur de nous. Oui. Ou l'arthrose, c'est pareil. Mais je reviendrai. Donc, par exemple, on a une angine. Ouais. Ça serait intéressant à chacun de retourner à quelques mois en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une angine? L'angine, ça touche quand même la gorge. Ça touche le zoo de la communication. Donc c'est quelque chose qu'on aurait dit, on se sent coupable d'avoir dit telle chose ou quelque chose comme ça. Pas forcément. Non. Ou peut-être ça, ou peut-être simplement se sentir soumis à pas pouvoir exprimer quelque chose. Ah, quelque chose de bloqué. Oui. Alors donc derrière il y a une rumination mentale, comme quoi, voilà, il va penser ça de moi, gna, enfin tout ça. Après, moi je vais pas donner les détails de comment ça. Je vais simplement être assez large dans tout ça. Mais tu pousses les gens chacun à trouver. Mais si on tombe une angine. Il y a aussi il y aurait donc ce facteur-là, et donc ça serait amusant de reprendre en arrière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé Déjà, pour rebondir un peu sur le sujet,
on voit souvent des gens qui, lors d'une peur intense, si tu veux, ont les cheveux qui blanchissent. Donc, ce qui prouve que les émotions impactent directement l'organisme, mais vraiment de manière physique. Tu as déjà entendu ça, des gens qui ont les cheveux qui blanchissent de On peut peur. blanchir très très vite, effectivement. Même pas en une soirée, j'avais vu un exemple où un type était devenu complètement blanc. Il avait une peur intense ou je sais plus. Donc, ce qui prouve que les émotions, ça nous impacte directement. Quoi. Là, on est en plein dedans. Oui, ça joue sur la chimie de notre corps. Belles émotions, tout va bien. Mauvaises émotions, il y a des mauvaises pensées, d'ailleurs des mauvais souvenirs. Tout est perturbé au niveau de la chimie de notre corps, effectivement. Donc, maladie égale mauvais souvenirs plus culpabilité. D'accord. Donc, et la maladie arrive quelque temps après. Elle n'est pas momentanée, par contre. Elle arrive un peu plus tard. C'est le ruissellement des classes laborieuses. Comme dit ce neurologue, monsieur Lamotte, la compensation symbolique survient a posteriori après la souffrance vécue non exprimée. Donc on a une souffrance qui n'est pas exprimée. Donc mise en place des phénomènes symboliques à travers maladie ou les accidents, c'est la même chose. Il ne arrive pas un accident n'importe quand et pour n'importe quoi, c'est pas le hasard, dont la gravité risque d'être pire que la réalité jugée insupportable. Ça veut dire que si on ne retrouve pas cette émotion, cette culpabilité qui nous mine, et si on ne l'exprime pas, on peut en mourir. Donc, tu sous-entends, en disant tout ça, qu'on peut traiter la maladie en amont en verbalisant cette culpabilité. Quoi. Oui. Enfin, c'est une supposition par rapport à ce que tu viens de dire. Non, c'est pas une supposition, c'est vrai. Je fais le candide. Il y a beaucoup de gens qui meurent de chagrin. Pourquoi ? Parce qu'ils gardent le chagrin, ils culpabilisent par rapport à la perte de l'être cher, ils ruminent, et ils finissent par en mourir, ils n'en parlent pas. Les silencieux meurent plus facilement que ceux qui, après un divorce par exemple, peut aussi, il faut parler de toutes ces souffrances, après des cas comme ça compliqués, après des chocs émotionnels, parce que chez un divorce ça peut provoquer un choc émotionnel, un décès ça peut provoquer un choc émotionnel, etc. C'est des chocs importants. Il faut absolument l'exprimer. Exprimer même ce que pour nous on se sent honteux. C'est ce que m'avait dit mon médecin quand mon père est décédé. Bon, c'est vrai que j'en avais gros sur la patate et mon médecin m'avait encouragé à parler tout seul et à me parler quoi. Et je lui dis à parler à mon père. Voilà, c'est ça, de formuler des choses. Et je lui dis s'il me répond, il me dit là c'est autre chose. Mais c'est vrai que il faut, comme tu dis, formuler à haute voix quoi. Oui, mais c'est pas évident. Il y a des gens qui aiment pas exprimer. Enfin, pour eux, c'est même insupportable parce qu'ils ont l'impression d'être des mauvaises bêtes, d'être coupables, comme tu dis. Ouais, D'avoir fait des horreurs, comme il y a des femmes qui se font violer. Bon, ça me vient l'idée là. Oui, effectivement, maintenant on en parle plus facilement, mais le fait de pas en parler parce qu'on le porte comme une honte, alors que on n'est pas responsable d'un viol. À la limite, on n'est pas responsable du tout, mais on le porte comme une honte. Et on peut se sentir coupable. Bon, après, je dis bien, la maladie n'apparaît que s'il y a une culpabilité sur un événement. Donc ça va dépendre aussi de la croyance de chacun. Parce qu'un même événement ne va pas produire les mêmes effets. Oui, chacun est différent, oui. Donc, bien sûr, sur un même choc émotionnel, on va pas traduire de la même manière, on va pas forcément tomber malade et on va pas traduire de la même manière la maladie. Au niveau des symptômes. Alors effectivement, donc toi tu dis que toutes ces maladies psychosomatiques représenteraient à peu près donc 70%, de l'ordre de 70%. Alors après je sais pas exactement, je sais que ce grand sage disait qu'il y avait 70% des maladies sont intérieures. Donc effectivement, il y a des maladies qui sont sûrement des maladies toxiques, donc qui sont liées plutôt à des problèmes extérieurs, mais une majorité des maladies, effectivement. Mais je me dis c'est tout un peu lié parce qu'une angine c'est aussi une détox. Oui. Mais pourquoi elle apparaît 6 mois par exemple après un choc émotionnel ? Enfin en tout cas après parce que c'est pas très grave une angine, donc c'est pas un gros choc, mais pourquoi donc tout est lié. Donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu différents décryptages de tout ça. Il y a une certaine logique dans tout ça. Il y a vraiment une logique, si tu veux, que effectivement, comme tu dis, ce qui prouve que tout est lié, que le mental donc a une répercussion qui prend du temps
de manière à impacter tout un ensemble de cellules significatif. Donc ça, effectivement, ça peut prendre quelques mois. Après là, j'ai entendu aussi pas mal Luc Baudin, qui est un médecin qui est bien connu quand même, Luc Baudin, parce il touche à tout lui. C'est un médecin qui aussi touche à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est enfin bref. Et donc lui aussi, il dit sur un choc émotionnel déclenchant, il y a un effet sur un organe 3 à 6 mois avant la maladie, parce que c'est non exprimé, ça provoque un conflit donc. Et pourquoi tel organe? Donc ça suppose donc à la symbolique du code biologique, la symbolique. C'est la symbolique. Pourquoi est-ce que la maladie va se poser dans les yeux, ou plutôt dans une douleur dans un bras, ou alors parce que chaque organe dans l'estomac, etc. Chaque organe est relié à une émotion. On en avait déjà parlé. Oui, sûrement. Et en plus, il parle des fréquences. Par exemple, le choc qu'on va ressentir a une vibration particulière. Et donc cette vibration va se fixer sur un organe en résonance. Avec cet organe, qui va provoquer des blocages énergétiques. On peut vraiment le lire de plusieurs manières. Et donc il se fixe sur l'organe. En tout cas, de là est sorti des dictionnaires, en tout cas. Code biologique de, par exemple, comment il s'appelait, Christian Fleischer, je crois, Fleischer, Christian, oui, qui avait fait un dictionnaire sur toute la symbolique de ce qui peut nous arriver sur le corps, les codes. Il appelait ça code biologique. Bon, après, il faut le prendre. C'est très général. Donc. Tu en avais parlé dans les premières émissions, en me disant, par exemple, je me rappelle que tu m'avais dit que les poumons correspondaient à la tristesse au niveau émotionnel. Oui. Alors après, là, c'est plutôt au niveau de la médecine chinoise, effectivement. Mais on s'aperçoit toujours que l'émotion a quand même un effet, a vraiment une importance dans l'effet dans notre corps. Et dans la somatisation, et certainement un rôle très important sur nos maladies, c'est sûr. Donc toute émotion refoulée, notamment la culpabilité, provoque apparemment des maladies. Il est clair que quelqu'un qui est complètement stressé en permanence, il est clair qu'il va développer quelque chose. Ça tombe quelque part sous le sens. Déjà parce que les systèmes sont écroulés. Et aussi parce qu'il y a probablement une rumination derrière, de culpabilisation sur un événement qui s'est passé ou sur quelque chose, oui. Donc, s'il y a les deux, c'est forcément, il va tomber malade, malheureusement. Mais bon, rien n'est irrémédiable. Une fois qu'on le sait, on peut toujours sortir d'une maladie, puisqu'il y a eu des cancers de guéris avec Hammer. Il y a tous ces médecins dont je parle accompagnent des gens et ça se passe bien. Il n'y a pas mais c'est vrai qu'on peut en mourir si on n'a pas pris conscience de ça. T'as des maladies par exemple qui sont en latence, c'est-à-dire on les porte, c'est une épée de Damoclès. On en parlait tout à l'heure en antenne, comme Alzheimer. Moi je connais une personne qui a eu un très très gros choc, d'une personne d'un certain âge déjà, et ce choc-là a déclenché Alzheimer, mais très très vite, alors qu'elle était parfaitement saine d'esprit, et la personne a subi un très grand choc, sa maison a brûlé, et 2 semaines après, elle perdait la mémoire. Donc, alors elle perdait la mémoire, elle faisait peut-être pas le maladie d'Alzheimer parce que ça met du temps à se mettre en place, mais par contre son inconscient a choisi la maladie d'Alzheimer, je pense, parce que c'est comme une démission. C'est comme si il y a une dévalorisation très importante. On s'est aperçu par rapport à la maladie d'Alzheimer, quand même, c'est des gens qui se dévalorisent ou qui ont vécu des choses sûrement avec des culpabilisations et qui choisissent quelque part. Enfin, choisir, c'est bien. Ça reste inconscient, quoi. C'est de l'ordre de l'inconscient. C'est comme une démission avec le monde réel. Ils préfèrent entrer dans leur propre monde et... T'éteins les lumières dans l'appart, à tous les étages, et puis tu te casses, quoi. Ouais, moi, j'avais déjà pensé longtemps avant qu'on parle de la maladie d'Alzheimer. Je me suis dit, pourquoi il y a des gens qui perdent la tête? Est-ce que c'est pas une manière de quitter aussi ce monde trop difficile pour eux? De rentrer dans leur propre monde. À remettre, effectivement, là, on est dans l'hypothèse, mais Luc Baudin parle, les Alzheimer. Il en parle, Luc Baudin, oui. Oui, ça serait pour lui, puisqu'il a quand même fait beaucoup d'expériences auprès de ses patients, ça serait effectivement une démission un petit peu par rapport aux difficultés de la vie réelle, quoi. Donc ça serait... Et il dit que même un début de Alzheimer peut se récupérer, si on a pris conscience de pas mal de choses. Après, c'est un peu tard parce qu'il y a quand même une destruction au niveau des neurones importante. Oui, parce qu'il y a une protéine qui s'appelle la protéine de tau, TAU, je crois, qui se met dans le... Parce que c'est vrai que c'est un vrai fléau, cette maladie. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose dans le siècle qui vient, parce que...
Enfin, de C'est manière... une maladie un peu qui fait partie de notre société d'aujourd'hui, Alzheimer. Je pense pas que ça existait autant avant. Stress, culpabilité, monde trop compliqué, etc. Et effectivement, avec tous les gens là qui sont stressés en permanence avec les portables et compagnie, la compétition, etc., ça va pas s'arranger, quoi. Hein. Après, il faut toujours une association de culpabilité pour vraiment tomber malade. Donc je pense qu'on peut abuser des portables, pourquoi pas, si on n'est pas coupable, se sent coupable, s'il n'y a pas de choc émotionnel derrière, pourquoi pas. Bon, on aura peut-être des problèmes. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui exacerbe cette culpabilité quand même. Oui. Tout est lié. Si on a un système, si notre corps est fatigué déjà par trop de sollicitations, il suffit qu'un choc va peut-être avoir plus d'importance que si on est en bonne santé. C'est difficile à vraiment expliquer parce que comme tout est lié, qu'on part d'un côté ou de l'autre, c'est pour ça que j'avais commencé mes émissions par le corps finalement, parce que je pense qu'un corps en bonne santé avec des bons systèmes qui sont bien costauds, je pense qu'aussi on est capable de mieux recevoir des chocs émotionnels, de mieux, etc. Et surtout, en filigrane dans ce que tu dis, et c'est le fil rouge un peu de notre émission, c'est qu'il faut rester à l'écoute de soi, il ne faut pas être aliéné si tu veux, il faut écouter les systèmes internes. Parce que si tu t'écoutes, il y a moins de chances que tu développes, j'imagine, ce genre de maladie, ou si on est à l'écoute de soi, si tu veux. Oui, alors après, je dis toujours, essayer de sentir, c'est notre corps qui a raison, c'est pas notre mental, c'est notre corps qui sait mieux que le mental. Le mental, il veut toujours dire, faut faire ci, faut faire ça, mais non, c'est pas le mental, c'est le corps qui sait. Et c'est vrai c'est le corps qui sait quand il a soif, quand il a faim, quand il a envie de bouger, quand il a envie de dormir, voilà. Mais on n'habite plus notre corps. Oui. Entre et guillemets. puis, ça rejoint ce que disait, il faut vivre ses émotions, enfin, il faut les ressentir. On n'habite plus. Parce que après un deuil, eh bien, même si on se sent coupable, eh ben, pourquoi pas, parce que la culpabilité, c'est dans notre monde à nous, c'est pas forcément la réalité du réel. On se sent coupable des fois pour des choses, mais complètement qui sont dans notre grille de croyance. Hein. Donc, moi, je conseillerais, si je vais donner des conseils, c'est que quand on se sent mal par rapport à un événement, c'est aller en parler. Aller en parler à un ami, à un professionnel, mais ne pas garder ça pour soi. Même si on croit... avant, il y avait des confessionnals dans les églises. On pouvait dire. C'est ce que j'allais dire. Ça n'existe plus. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est s'acheter un martinet et puis se flageller chaque soir. On peut faire ça. Non, mais ça fait mal. Hein, mais non, parce que ça va encore renforcer cette idée qu'on est une mauvaise personne. Voilà, c'est ça. On n'est pas des mauvaises personnes. Donc on ne peut pas se donner de l'amour. On ne donne pas d'amour donc à son corps, comme dit ce grand sage. Et plutôt de se coller des martinets, collez-vous un martini dans ces cas-là, mais avec modération. Les cellules ne sont pas heureuses avec nous, du coup. C'est un truc à finir en cellule, ça, dans ton propre corps. Oui. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause voilà. Et puis comme ça, après, j'irai vers... J'imagine que tu vas nous parler des remèdes après, non ? J'ai pas de remède à donner, moi. C'est chacun qui va trouver sa voie. Enfin, ceci dit, de choses à faire. Non, de choses à faire, par exemple, pour essayer en prévention, quoi, non ? En prévention, est-ce qu'il y a de la prévention quand on a une angine ? Oui, pourquoi pas. Mais là, je suis pas dans les recettes là pour. Mais avant que la maladie arrive, on est bien d'accord. Hein. Ah oui, exprimer. Alors oui, parce qu'après, si tu veux, je voulais parler aussi de tout ce qui était un peu hypnose ericksonienne, de parler à des parties de soi, etc. Oui, mais justement, oui. Mais ça t'a prévu de le faire. Donc on est synchronisés. Tu vois, on s'est même pas concerté, on parle de la même chose. Allez, nous on va revenir à nos moutons malades, hein. Radio Flamme. Alors, je vais quand même rajouter que ce choc peut réveiller, le choc émotionnel qu'on peut éprouver peut réveiller quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Par exemple, un cancer, l'arthrose, toutes ces maladies chroniques qu'on traîne. Et par exemple, la sclérose en plaques fait partie de ces maladies ? Oui, tout. Même les maladies auto-immunes. En fait, les maladies auto-immunes, c'est nos propres, c'est notre propre corps qui combat contre nous-mêmes. Nos propres cellules c'est quand même extraordinaire. C'est comme si on se détruisait soi-même. Oui. Alors c'est à la mode en ce moment. On en parle beaucoup de ça. Comme oui. Et il y en a de plus en plus, comme par hasard. Et d'ailleurs, on a appris les noms grâce à la série Dr House. Moi, c'est comme ça parce qu'il y en a beaucoup dans les épisodes des maladies auto-immunes.
Oui, donc c'est pas anodin. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on se détruit soi-même? Pourquoi on se retourne contre soi-même? Alors Et là, on parle le mot culpabilité prend tout son sens. c'est ce que tu me l'enlèves de la bouche, j'allais le dire. Oui. Donc, alors, on va répéter un peu les choses quand même pour que ça soit bien clair. Si on arrive avec quelque chose qu'on n'a pas prévu, une maladie, on va dire, n'importe laquelle, on peut peut-être remonter le temps et aller voir qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans notre vie. On peut même d'ailleurs, si on veut, refaire toutes les maladies qu'on a eues dans notre vie et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé un peu avant. Oui. On peut faire une rétrospection comme ça, ce qui permet de voir effectivement... étrangement, il n'y a pas eu... mais c'est marrant, ouais, parce que là j'ai perdu mon boulot à ce moment-là. Oui, et parce que quelque chose qui revient tout le temps, ça veut dire que ça n'a pas été résolu. Et souvent... Et pour guérir, il faut résoudre. C'est-à-dire qu'il faut retrouver l'émotion, cette culpabilité, il faut retrouver tout ça, et il faut l'exprimer. Sinon, on ne peut pas guérir. L'asthme, par exemple, c'est un truc qui revient souvent, ça. Oui, l'asthme, bien sûr. Pourquoi? Oui. Après, c'est chacun si vous êtes intéressé, c'est à vous de retrouver un petit peu votre parcours. Je trouve que c'est intéressant parce que moi je me rends bien compte quand même dans ma vie, j'ai eu des maladies et ça n'a jamais été au moment où j'étais en pleine. Oui, je sais que c'était des moments où effectivement je comprends pourquoi je suis tombée malade. Et à chaque fois, ça correspondait, donc selon toi, Après, moi, je connaissais pas trop la symbolique, mais j'ai quand même fait plusieurs septicémies dans ma vie. Donc, une septicémie, c'est quand même une infection généralisée. Ça veut dire que je vais avoir une mauvaise estime de moi, là, c'est sûr. Je vais certainement... Parce que c'était même pas localisé, c'était général. Donc, C'est costaud, ça, en plus, septicémie. C'est assez costaud comme... Oui, mais enfin bon, ça se traite bien quand même, la septicémie, mais... Oui, c'est vrai, c'est assez costaud. Bon, après, chacun... Pourquoi une pneumonie, par exemple, aussi? Une pneumonie, ça touche les poumons. C'était juste au moment où je quittais la France pour aller habiter en pays étranger. J'étais très contente, mais la pneumonie, elle s'est déclarée là-bas. Mais c'était 6 mois avant, qu'est-ce qui s'était passé? Ou 3 à 6 mois, donc effectivement, il y a eu un événement. Donc c'est intéressant de retrouver ça. Et le fait de le retrouver, par exemple, donc toujours dans cette même logique, ça permet de quelque part de combattre un peu la maladie, non? Si de l'exprimer. De s'en rendre compte, tu dis ah oui, ça vient de là. Une fois que tu as bien intégré le fait que ça peut venir de là, de ce choc. Oui, ben après c'est-à-dire que cette culpabilité-là, il faut la vivre, il faut l'exprimer à fond. C'est-à-dire, faut l'exprimer et ça débouche sur la guérison. Mais l'exprimer, c'est un truc sévère, par exemple. Alors, à mon avis, je ne sais même pas si une fois que c'est déclenché, tu peux pas faire marche arrière. C'est Parkinson. Mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui se déclenche aussi avec un choc émotionnel. De maladies de Parkinson, des choses comme ça. Oui, d'après cette nouvelle manière de voir la maladie, oui, en fait, toute maladie aurait quelque chose à découvrir derrière. Donc, mais c'est l'exprimer, mais c'est aussi se pardonner. Oui. C'est aussi se pardonner, parce que, comme je disais tout à l'heure, la culpabilité, elle est qu'un autre système de croyance. Elle n'est pas forcément réelle, la culpabilité. Par contre, on est responsable de ce qu'on ressent. Ça c'est magique. Donc il y a pardon à faire. Et ça c'est, à la limite, on pourrait faire juste une petite parenthèse pour expliquer justement. Alors il y a une science que tu connais très bien, Anne, qui s'appelle la programmation neuro-linguistique, la PNL, et qui nous explique justement que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que tout notre système de croyance n'est absolument pas le reflet du monde extérieur. C'est-à-dire que ils prennent toujours cet exemple des 2 enfants qui sont sur la plage, qui se prennent une vague en pleine figure. Il y en a un qui va éclater de rire et l'autre qui va pleurer. Oui, tout à fait. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même système de croyance. Voilà. Et il y en a un que la vague va déstabiliser et pas l'autre. Voilà. Devant un même choc émotionnel, les personnes ne réagiront pas de la même manière. Ça va d'après leur territoire personnel. C'est ça. En fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses croyances. Alors il y a des bonnes croyances à garder, et puis il y a des mauvaises peut-être à se libérer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais quelquefois, malheureusement, elles naissent à un moment de l'enfance donc on n'est pas, c'est quelque chose qui reste en nous, on n'est même pas conscient que c'est des croyances qu'on a eues quand on est enfant. Fais un petit marqueur sur ton fil pour ne pas te troubler. Et justement, tu vas me répondre là-dessus. Je vais te poser une question. Comment, justement, on supprime une croyance limitante ou toxique? Ah, là, je te pose une colle. Là. Pas simple, hein.
Il y a des outils pour ça. Moi, je sais que quand j'ai passé mon master en hypnose érectionnelle, on travaille sur les croyances. On peut travailler sur les croyances et débuster des croyances, effectivement, oui, et en faire des croyances plus satisfaisantes. Alors tu les traites par la visualisation, des choses comme ça? Oui, ouais. Enfin il y a visualisation, oui, c'est ça. Enfin il y a plusieurs façons de faire. Hein. Répétition, visualisation, une combinaison des deux, ressentir l'émotion. Oui, il y a beaucoup de manières de faire. Après là, on est un peu hors sujet. On est un peu hors sujet, parce que quand on est dans la culpabilité, c'est par rapport à notre monde de croyances, et c'est pas par rapport à une croyance forcément, d'accord? D'accord. C'est vraiment. Sinon, il faudrait tout traiter en même temps, quoi. Ouais. Oui, mais même un accident, hein. On se casse la cheville, on se casse un bras, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, tout d'un coup, j'ai des migraines. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, 6 mois auparavant, on s'est aperçu qu'on avait des contrariés dans un projet, par exemple. Voilà. Et donc, c'est au moment où on a donc le symptôme qui arrive, la migraine, ou le problème d'une douleur dans une épaule, qui veut dire quelque chose, dans les genoux, etc. C'est souvent à ce moment-là qu'on peut résoudre le truc. C'est-à-dire se dire, ah ouais, effectivement, j'ai vécu ça, et le ressentir et l'exprimer. Mais tout ça, c'est vrai, parce que ça reflète bien ce que tu disais tout à l'heure au niveau énergétique. C'est-à-dire que c'est des masses d'énergie, en fait, qui circulent ou qui ne circulent pas. Moi, c'est mon approche à moi, donc ça n'engage que moi. Mais je suis persuadé que, justement, quand tu as un choc, tout ça, c'est une énergie qui va stagner, par exemple, dans un organe ou quelque chose comme ça. Voilà. Et si tu arrives à la faire passer, alors ça, c'est très chinois comme approche, hein. Mais effectivement, avec l'acupuncture, des choses comme ça, quand les énergies circulent bien dans ton corps, ce qui est encore, c'est la même chose que ce que tu dis, hein, mais une énergie stagnante, c'est vrai que c'est là que ça crée le problème. Oui, c'est ça. Au niveau énergétique, c'est ce que disait tout à l'heure. Je disais, c'est par rapport à Luc Baudin, qui disait qu'effectivement, il y a un effet vibratoire, blocage vibratoire. Donc, il y a des soins énergétiques qu'on peut faire aussi par rapport à tout ça, qui peuvent marcher, effectivement. L'EFT aussi. L'EFT, d'accord. Oui, on y revient par travailler sur l'émotion, de culpabilité. Le MDR, sur des traumatismes très sévères. Et il y a des petites applis. Vous savez, c'est les mouvements oculaires qu'on fait. Mais là, il faut un professionnel pour nous aider. Tu as des très bonnes applis, j'ai testé l'autre jour sur YouTube. T'as un petit ballon avec un petit sourire et tu suis le ballon. Donc tu as plusieurs, c'est-à-dire que le ballon se déplace de droite à gauche en descendant. Ensuite, il fait un carré, si tu veux. Après, tu le suis des yeux. Il fait les diagonales et tu évoques ton problème. Et après, comme le FT, tu évoques ton ressenti sur une échelle de 1 à 10 et tu recommences l'exercice. Il est très bien, très bien cet exercice. Oui. Par contre, sur des traumatismes importants, je vous demanderais d'aller voir un professionnel. Voilà, vaut mieux aller voir le professionnel. Effectivement, pourquoi pas, c'est... sinon, si c'est vraiment insupportable, aller vraiment l'exprimer auprès d'un thérapeute, ou ça reste... Donc là, un psychologue ou quelque chose comme ça? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Je vais pas donner des recettes, je donne pas de recettes, moi. Non, c'est clair. Tu pointes des directions. Chaque personne sait mieux que moi ce qu'ils ont besoin, ce qu'elle a besoin. Donc. Tu pointes des directions. Voilà. Le principal, c'est de sortir de ce conflit, de le résoudre. De résoudre ce problème, parce que comme ça, ça fait un espace à notre corps pour guérir. Et nous sommes de retour dans Au cœur de soi, votre émission sur le mieux-être dans tous les domaines, avec la charmante Anne, en pleine forme, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Nous tombons malades. Donc peut-être qu'il serait intéressant de poser la question, que veut dire cette maladie? Que veut dire notre corps? Parce que notre corps ne veut nous faire que du bien. Quels organes sont touchés? Quelles articulations? Où ça se situe? Voilà. Et peut-être aller voir un petit peu ce qui s'est passé quelques mois auparavant. Est-ce qu'on a eu une contrariété, quelque chose qui nous a un choc? Est-ce que tu peux sans perdre ton fil, hein, regarde bien où t'es, est-ce que tu peux nous faire un tout petit récapitulatif vite fait justement des organes qui sont attachés aux émotions? Il n'y a pas d'organes. Ah, tu veux dire par rapport la médecine chinoise? Oui, par rapport à la médecine chinoise. Ah oui, alors là, ça, oui, parce que tous les organes dans la maladie, on peut toucher à tous les organes, hein, en général. Ça peut être aussi bien les oreilles que les pieds, le foie, le système digestif. Dans les poumons, la tristesse. La peau, etc. Par contre, oui, effectivement, la médecine chinoise, elle est basée sur
effectivement, sur 5 émotions, je crois que c'est les poumons, la tristesse, le chagrin, le foie, la colère. Le foie, c'est la colère. Ouais. Les reins, c'est la peur. Le pancréas, c'est l'inquiétude. Et le cœur, c'est la joie. Donc, à la lumière de ça, effectivement, ça s'intègre complètement dans ce que tu dis. Hein. Oui, mais en même temps, ça veut dire simplement que les émotions ont un rôle dans nos maladies. Oui. Mais on va pas forcément faire quelque chose dans les poumons ou dans les foies, etc. Par exemple, on peut simplement avoir une tendinite sur le bras droit, par exemple. Une tendinite au bras droit, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que j'étais obligé de supporter quelque chose que j'avais pas envie, par exemple. Tu vois ? Oui, effectivement. Le corps a un langage général dans toutes les zones. Par exemple, on reprend ce fameux exemple de l'asthme. J'arrive pas à respirer, je suis bloqué. Pourquoi ? Ça me fait penser d'ailleurs à des amis que j'avais qui avaient des enfants qui étaient tous asthmatiques et ils comprenaient pas pourquoi. Et ils ont fait des recherches dans l'arbre généalogique, ils s'est aperçu qu'ils avaient un arrière-grand-père qui s'était pendu. Ah, donc ouais. les et fameux... ça avait été non dit. Donc c'est vrai que les non-dits transmis dans les familles peuvent aussi provoquer des somatisations, des maladies. Une petite valise qui se balade d'inconscient en inconscient transgénérationnel. Voilà, c'est ça. Les ça. non-dits, effectivement, aussi, sont porteurs aussi de maladies. Alors, est-ce que le fait de le savoir dans ton exemple, ça a un peu oui, bien sûr, ça a arrangé les choses, ouais. Oui. Et après, ils étaient moins. Oui, ils ont pu en ouais. parler à leurs enfants, etc. Et puis, du coup, désactiver la problématique. Donc, les enfants, après, ont pu retrouver une vie normale. Enfin. Parce que l'asthme, je sais que c'est très psychologique, quand même. Il n'y a pas que les allergènes, etc. Hein, Non L'asthme, c'est quand même quelque chose de profondément psychologique. Oui, toutes les allergies, etc., l'asthme, etc. Oui, il y a souvent des peurs de changement pour je crois, tout ce qui est allergie, ce que j'avais vu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des allergies, mais on est en plein. Oui, c'est pareil. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand je fais quand j'ai un problème d'allergie, là, tout d'un coup, aller chercher un petit peu ce qui se passe, un petit peu avant, quoi. Hein, puisque le symptôme n'arrive que plus tard. Yes. C'est comme pour l'asthme. Il faut que, si ça vous intéresse, allez voir. Moi, je peux pas vous donner toutes les réponses puisque c'est à chacun de faire ses recherches, en sachant qu'il existe. Aujourd'hui, il y a donc, je parlais de Jean-Jacques Crèvecoeur qui a sorti Le langage de la guérison, qui paraît un livre super. Moi, je l'ai pas lu encore. Le langage de la guérison. Et puis il y a le code biologique de Jacques Martel, qui reste quand même un dictionnaire, donc, qui peut être une base. Et de plus en plus de médecins maintenant pensent comme ça un peu. De plus en plus, oui, pas tous, mais de plus en plus de médecins, bien sûr. Oui, parce que beaucoup de choses changent en ce moment, l'air de rien. Il y a un type extraordinaire aussi, c'est Olivier Soulier. Ah, ça me parle, mais je ne sais plus ce qu'il fait exactement, ce monsieur-là. On peut le voir sur YouTube. Il a écrit des livres aussi, et il parle de la maladie de manière magnifique, moi je trouve. Oui, parce qu'il parle aussi des maladies infantiles qu'on veut éradiquer, mais c'est absolument hors nature, parce que les maladies chez les enfants comme la varicelle, la rougeole, tous sont nécessaires pour le système immunitaire. Et puis en plus c'est des maladies initiatiques, il dit. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois après ces maladies, l'enfant souvent a grandi, a pris de la maturité. Donc c'est des maladies. Enfin, c'est passionnant le monde de la maladie quand on l'apprend pas que de manière corporelle. À condition, du monde de la maladie, c'est un peu comme un Disneyland, mais t'emportes pas des choses avec toi à l'extérieur en sortant du parc d'attractions. Tu les laisses sur place, hein, d'accord, on a bien compris. Mais la maladie peut être nécessaire. Non, mais je suis d'accord. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, c'est le regard qu'on a dessus. Par exemple, ces fameux oreillons, il y a une très grosse symbolique là-dedans. Je pourrais pas te dire laquelle, mais... Alors, je voulais vous parler de Léonard Lascaux, qui est un médecin extraordinaire pour moi, qui a écrit des livres que je conseille à tout le monde. Léonard Lascaux, qui est connu quand même, parce que c'est un des premiers, avec des expériences, qui a prouvé qu'avec l'amour inconditionné, on peut guérir. Il l'a fait sur des expériences, à travers des bacilles,
des microbes, sur des expériences, il s'est aperçu qu'avec des pensées d'amour, des ressentis d'amour, il pouvait transformer au niveau même microbien, etc. C'est-à-dire, donc, pour décrire un peu le processus, il prenait des petites écuelles avec des microbes, une témoin et une sur lequel il balançait des pensées négatives et l'autre des pensées d'amour, d'accord. Et on s'apercevait que c'était plus développé dans les pensées ou la bactérie mourait ou je ne sais plus quoi. Enfin, il se passe en tout cas, j'avais lu sur lui que sur des salmonelles, il s'était aperçu qu'elles avaient le droit d'autant d'exister que lui. D'accord. Donc il a ressenti beaucoup d'amour envers ces salmonelles et elles ont diminué leur croissance naturellement. Ouais, mais c'est tellement petit, comment tu veux leur faire un câlin, c'est pas évident. En tout cas, il a prouvé et plus de gens le suivent, notamment justement tous ces médecins dont je vous parlais un petit peu aussi. C'est que derrière l'amour est très important aussi pour la guérison. Donc je vais vous donner, pour terminer, quelques phrases qui nous donnent et qui sont porteuses de sagesse et de beauté, je trouve. Ce n'est pas ce qui se produit qui crée notre expérience de l'événement, mais la perception et l'interprétation que nous en faisons. Ah bah là on retombe dans la carte du territoire, voilà. Tout ça, oui. Notre source de souffrance, la plus grande, est l'illusion de n'être rien de plus que notre corps et notre esprit. Ouh, c'est profond ça. L'expérience de se pardonner et de pardonner à autrui est le cœur même de notre travail de guérison. Alors là, on retombe sur Ho'oponopono. Là. Il parle du pardon. De ce livre, il en parle beaucoup dans ce fameux livre Pardon d'amour, pardon, pas attaché, d'amour. Jeu de mots. Il est magnifique ce livre. Et c'est vrai que le pardon est peut-être nécessaire, notamment quand on a vécu une culpabilité pour soi et pour l'autre. Et là, tu nous renvoies à Ho'oponopono. Nous pardonnons à nous-mêmes et aux autres afin de nous aimer nous-mêmes, aimer autrui et la vie elle-même sans condition. Ah, c'est profond, hein. Bah, effectivement. La personne la plus importante que vous ayez à pardonner est vous-même, y compris toutes ces parties de vous, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Et je trouve que c'est très beau parce que ça renvoie bien à tout ce mal qu'on peut se faire, ce stress intérieur qui peut provoquer nos maladies. Ce serait peut-être tout simplement se pardonner. Moi, je rebondis là-dessus et je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, un domaine que tu connais très bien, c'est-à-dire que c'est se parler à différentes parties de soi. C'est-à-dire, il y a une partie, c'est-à-dire que c'est nous qui décrétons, par exemple, qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'occupe de la maladie. Et on s'adresse à cette partie, en lui disant, bon, tu pourrais pas faire quelque chose, enfin bon. Oui, mais là, tu restes encore dans le mental. Et je suis encore dans le mental. Le pardon, c'est pas dans le mental, Lionel, c'est dans le cœur. Ah oui, alors c'est encore plus profond, effectivement. Eh ben oui, et qu'à travers le cœur, on peut beaucoup améliorer les choses. Donc à ce moment-là, avec ton mental, tu dis à ton cœur, tu dis... On est sur une problématique émotionnelle, puisque le choc émotionnel. Oui. Donc on ne peut pas passer par le mental. Oui, mais le mental, il peut s'adresser au... Enfin, Non, le mental, faut laisser de côté le plus... il est très intéressant comme outil, le mental. Oui, mais quand tu te parles à mais toi-même... quand tu te sens coupable de quelque chose, qu'est-ce que veux-tu que te dise ton mental? Puisque c'est lui qui te fait croire que tu es coupable. Bah, tu t'adresses à la partie de toi qui est coupable, et puis tu lui dis, mais pleure pas, enfin je ne sais pas. Mais l'idéal, ça serait vraiment de se pardonner tout ça. Donc on peut pas passer par le mental, on peut passer que par le cœur. C'est très très dur de se pardonner, c'est pas évident ça. Hein, non. Ben oui, ça demande peut-être un accompagnement aussi. Ouais, enfin, on peut y arriver tout seul, mais c'est pas évident. Hein. Alors effectivement, Ho'oponopono, c'est un bon outil pour commencer un petit peu. J'inviterai tout le monde à aller voir ce que c'est de manière plus approfondie. Tu peux nous rappeler un petit peu brièvement comment ça marche au Ho'oponopono? Oui, c'est une mode de vie hawaïen que les Hawaïens utilisaient. Ben oui, c'est utiliser 4 mots clés dès qu'on a un ressenti désagréable ou un jugement sur quelqu'un ou sur nous-mêmes, parce que la plupart des jugements c'est sur nous-mêmes en général, c'est prononcer les 4 mots qui sont je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ou je m'aime, parce que en même temps je t'aime, c'est la divinité qui est en nous quelque part. Et on retrouve cette base également dans l'EFT, puisque même si... Voilà, et dans l'EFT c'est pareil, on passe toujours par le cœur, même si je me crois une imbécile bafouillante, je m'aime et je m'apprécie complètement. Voilà, pourquoi pas. Donc, de toute façon, l'amour, on manque beaucoup d'amour pour soi-même, et les malheurs reviennent beaucoup de là, en général.
Et c'est vrai qu'à notre époque, en plus, on encourage ça, hein, ce qu'on disait. Hein. Ben, c'est ça, c'est qu'on encourage ça. Et on va chercher l'amour ailleurs, alors que la première chose à faire, ça serait de se donner de l'amour à soi. Voilà. Comme, et j'en reviens donc à ce fameux sage qui dit, nos cellules ne sont pas heureuses avec nous quand on est malade. En donnant de la joie à nos cellules, qu'est-ce que c'est ? Donner de la joie à nos cellules, c'est de l'amour. Et même ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des salmonelles avec les pensées d'amour. Ça marche très bien sur les plantes. Hein. Oui, ben bien sûr. Bien sûr. Les plantes, en plus, les plantes sont sensibles aux vibrations que l'on donne. Moi, je connaissais. Ça a été prouvé d'ailleurs. Avec des appareils. Moi, je connaissais un type. Voilà, quand j'ai eu une période où j'étais un peu fleuriste, et donc on achetait nos plantes, voilà, à des petits producteurs locaux. Et il y avait un monsieur, je dirais pas son nom. Bon, il avait, c'était le mec, il était un peu tout seul tout le temps avec ses plantes. Alors, il avait des petites auréoles sous les bras, mais le mec, il bossait dur. Moi, je l'avais surnommé Monsieur SL+ de chez Bratsu. Non, c'était un mec super sympa. Et il parlait, donc il aimait vraiment ses bégonias, et je te jure, les bégonias par rapport aux autres, ils faisaient 40% plus gros. C'est-à-dire que t'en mettais un par carton. Alors que les autres, t'en mettais... Même avec nos légumes dans le jardin, si on leur envoie de l'amour, ils seront 1000 fois plus beaux. Ah non, alors pourquoi pas de se donner de l'amour à nous-mêmes ? Pour être encore plus gros. Non, mais je souscris complètement, Anne. Et effectivement, tout ça, ça passe toujours par l'émotion. En fait, on vous renvoie quelque part tout est lié, hein, on vous renvoie aux émissions passées, notamment celle de l'émotion, où c'est un peu le même sujet. L'émotion, c'est ce qui nous guide par rapport à ce que c'est notre langage personnel, alors que la pensée, le mental, quand il se met à dériver, il est dans des histoires. L'émotion est plus vraie que les histoires du mental. Mais de toute façon, vous le sentez, mais même quand vous avez des réflexions à l'intérieur, et ça tu vas pas me contredire, il y a un espèce de nœud au torchon, c'est au plexus. Et quand vous allez dans la bonne direction, ça se dessert tout ça. Oui, on se sent tout d'un coup, boum. Par exemple, une phrase que vous prononcez à l'intérieur, tout d'un coup ça fait écho et paf, tu sens que ça se dessert d'un cran. Nous sommes des antennes vibratoires aussi. Ah bah oui. Donc quand on va vers quelque chose qui est bon pour nous, on le sent, puisque tout se dilate à l'intérieur de nous. C'est ça. Tout vibre. Et quand on va vers quelque chose qui est moins bien pour nous, là, ça se contracte. Ça se contracte. Et là, on sent bien que c'est pas bon. Ben voilà, chère Anne, on a un peu fait le tour de ce volet. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, si je pouvais dire dans tes petites notes. Au mieux pour tout le monde, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Et soyez bienveillant avec vous-même, oui. Voilà, et puis faites, essayez de faire un peu de méditation. Parce que moi, je vous renvoie. Oui. C'est vrai que c'est mon sujet du moment à moi. Faites-vous du bien. Mais chacun est différent, donc chacun va trouver son plaisir en écoutant de la musique, en allant faire de la marche, etc. quoi. Mais l'important, c'est de passer des moments avec soi. Et si vous êtes malade, peut-être ça vaudrait le coup d'aller voir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Avec vous-même. Et pour vous réconcilier avec vous. On va redonner tes coordonnées, Anne. Ton petit portable ? Oui, 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Pour poser les questions, pourquoi pas. Et puis il y a aussi sur YouTube, laissez vos commentaires, posez vos questions. Voilà, vous verrez, c'est très bien fait. C'est vrai que YouTube est un site, je vais leur faire un peu de pub, parce que c'est un site gratuit, où on peut parler de 1000 sujets, on peut créer des pages gratuites comme nous l'avons fait, et en dessous, effectivement, vous pouvez poser vos questions, et surtout, vous pouvez nous mettre les petits pouces bleus pour dire que vous aimez, donc, et puis, que vous dire de plus, réécouter les émissions qui sont en podcast. Sinon, Anne, te concernant, effectivement, donc toi, tu fais des consultations un peu chez toi. Non, je fais pas de consultation encore. Pour l'instant, non, tu fais pas encore ça. Non, je vais peut-être l'année prochaine, oui. L'année prochaine, commencer peut-être à ouvrir quelque chose. Parce que je sais que tu faisais des accompagnements. Oui, j'en ai fait, mais là, Et pour l'instant, en ce moment, j'ai envie de donner. J'ai envie de m'exprimer, voilà. Peut-être que je reviendrai aux accompagnements, mais ça serait pas avant l'année prochaine. Pas avant l'année prochaine. Donc, ceci dit, gardez le numéro de téléphone de Anne dans vos tables. Par contre, si les personnes ont besoin de conseils, je peux toujours leur répondre, c'est pas le problème. Donc là, vous avez... C'est pas le souci. Pour être précis, vous allez sur le site, vous tapez Radio Flamme dans la fenêtre YouTube, là vous arrivez sur notre chaîne, et là vous cliquez, vous allez voir, il y a plein d'émissions, c'est marqué au cœur de soi.
Et d'ailleurs, Anne, t'as même un compte YouTube aussi, hein, puisqu'on peut... Je vais créer un compte. Oui, j'ai un compte YouTube, mais j'ai rien mis encore sur mon... Voilà. Enfin, sur ma chaîne. Mais je vais créer une chaîne YouTube. Voilà, donc on va amener des boules de Noël pour mettre Et sur je ton compte pour proposerai décorer. des petites interventions où on me verra d'ailleurs. Pour moi, ça va pas être facile, mais je vais le faire. Mais ça sera des petites interventions assez courtes. Et tu parleras de ce qu'on fait là, mais avec l'image. Oui, et peut-être que je pourrais répondre aussi à des questions précises, etc. Enfin, ça sera plus vivant, c'est sûr. Oh, bon, c'est déjà pas mal, non, c'est vivant là quand même. Je te fais des gros bisous, ma grande. Oui, et je souhaite à tout le monde d'être dans des émotions positives et de respect pour eux-mêmes, Mais d'amour pour eux-mêmes. nous avons oublié le principal. La semaine prochaine, de quoi parlons-nous? Il y a longtemps qu'on voulait faire quelque chose sur le jeûne, ça serait peut-être le moment de le faire. Donc on va parler du jeûne avec un accent Différents jeûnes. circonflexe. Différents jeûnes. Ouais. Et comme tout est lié, vous verrez que ça peut traiter aussi un petit Et peu... en plus, ça peut traiter aussi les maladies. On Les verra maladies, pourquoi ça rejoint tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com